Bonjour à tous et à toutes. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, Sarah Lippé. Donc, en fait, j'ai côtoyé Sarah à l'Université de Montréal lorsqu'elle faisait son doctorat en neuropsychologie. Euh, à titre d'étudiant, là, s'il y en a qui... S'il y en a pour pas vous méprendre sur mon âge. J'étais aussi étudiant en neuropsychologie, mais Sarah a fait ensuite un postdoc à Paris, un autre à Toronto, en neuroimagerie pédiatrique, c'est pas mal son champ d'expertise. C'est ça, hein? Donc, exact, exact. Dans le RER. Ah oui, bon, ben, c'est ça. Ben, voilà, donc, hein, vous avez les précisions. Euh, et donc, elle est chercheure boursière du FRQ Senior. Elle est nouvellement titulaire, c'est nouveau, hein, ça, cette affaire-là. C'est ça, j'ai découvert ça tout à l'heure, d'une chaire du Canada de recherche en neurodiversité pédiatrique, c'est comme ça que ça s'appelle. Depuis plusieurs années, donc, son champ d'expertise, c'est vraiment sur le développement cérébral chez les tout petits, en lien de près ou de loin avec des troubles neurodéveloppementaux, dans un but général de caractériser puis de trouver des biomarqueurs, surtout EEG, donc d'électrophysiologie. Ben voilà, biomarqueur, c'est dans le titre. Donc, je pense que c'est ça donc tu vas nous parler. Puis sur différentes cohortes, différentes conditions neurodéveloppementales. Donc, je ne sais pas lesquelles vont être abordées aujourd'hui. On va sûrement avoir un petit snapshot, mais je te laisse la parole. Puis je tiens à dire que Sarah Lippé, on est toujours content. C'est pas sa première fois c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que tu viens à Neurocam. C'est peut-être pour la première fois pour l'ensemble de vous. Et ça nous fait toujours plaisir de te voir ici. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, puis de l'introduction aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de. J'ai été aussi dans la même cohorte au doctorat qu'Isabelle Soulière. On se connaît quand même très, très bien. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui par ce grand froid. J'ai mis mon coton ouaté, j'ai mis un petit foulard juste pour être plus chic, mais pour être le plus au chaud possible. Je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qu'on fait dans mon équipe, puis là où on aimerait s'en aller aussi, si j'y arrive. C'est ça. Donc, j'avais dit que je parlerais d'hormones. Finalement, je l'ai gardé pour après parce que j'aimerais mieux que ce soit un peu plus abouti avant d'arriver devant un auditoire pour en parler. Voilà. Je suis installée où je suis Sainte-Justine là, parce que c'est un centre hospitalier mère-enfant. C'est vraiment l'endroit privilégié si on s'intéresse au développement de l'enfant, mais à partir du jour moins zéro. C'est aussi un centre de référence, toutes les grossesses compliquées, la plupart des facteurs de risque là, de la province vont se retrouver là, sauf les risques psychosociaux, là, mais les risques, disons, plus biologiques vont se retrouver là. Donc, des 3000 naissances par année, il y en a 1500 qui sont des naissances avec complications, là. Donc, ça donne un petit peu le tableau. Donc, effectivement, je m'intéresse à plusieurs facteurs de risque. Déjà, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que chez chacun de ces facteurs de risque-là, sont illustrés ici. Ils sont significatifs, mais ils sont jamais absolus. Même la génétique. Puis ça, c'est très confrontant. C'est-à-dire que des fois, dans certains projets, on va voir, oh mon Dieu, cet enfant-là a une mutation sur tel gène, mais ça va quand même assez bien. Tu sais, comment ça se fait que ça va si bien alors qu'il y a cette mutation-là dans ce gène qu'on pense si important pour le développement du cerveau, par exemple. Donc, même le risque génétique, c'est pas absolu. Ça dépend du background génétique, puis ça dépend de plein d'autres choses.
Donc, on peut passer plusieurs carrières à identifier tous ces facteurs de risque-là. Évidemment, ils ne sont même pas tous illustrés parce qu'il y a la nutrition, il y a les exposants aux contaminants, et il y en a vraiment beaucoup. Puis, la grande difficulté à faire ce type de recherche, c'est évidemment que ces facteurs de risque-là, ils vont probablement s'accumuler, s'additionner, interagir, etc. Donc, ça devient quand même, si ce qu'on veut vraiment, c'est identifier l'ensemble des facteurs de risque, comment ils interagissent entre eux, comment on peut prédire leur impact sur le neurodéveloppement, ben, c'est ça, on n'a pas assez d'une carrière là, pour faire ça. Donc, la façon de s'y prendre, qui est probablement la façon la plus efficace, c'est de faire des études longitudinales déjà dès la période prénatale. Donc, dans ce contexte-là, c'est des études qui sont d'envergure, donc avec plusieurs personnes impliquées. Donc, moi, je suis impliquée dans des études longitudinales. Par exemple, il y a RESPA, qui est l'idée surtout par Catherine Herba, que vous connaissez bien. Il y a l'étude conception qui est l'idée aussi par Annick Bérard. Puis, je collabore avec les études MAS et 3D. Donc, je ne suis pas co-investigatrice comme telle, mais je collabore avec eux. J'ai fait aussi une cohorte toute seule, si on veut, qui s'appelle The Predictive Brain, où on a vu les enfants de 6 mois à 4 ans. Et puis en ce moment, il y a aussi une cohorte qui est en cours. Donc, j'ai en profité un petit peu pour faire la pub pour les différentes cohortes là, dans ma présentation. Donc, ça, c'est la cohorte qui s'appelle CIPIP. C'est une cohorte ou c'est une plateforme canadienne de neuroimagerie. Donc, ça inclut Sainte-Justine, Toronto, puis Calgary. Puis, l'idée, c'est de faire un plan longitudinal accéléré. Donc, chaque enfant est vu 3 fois. Puis, ça couvre de 0 à 18 ans. L'idée des 820 enfants au total, c'est vraiment d'avoir un échantillon de référence. Donc, c'est pas, c'est tout venant finalement. Donc, c'est sûr que la majorité des enfants qui sont inclus, c'est des enfants qui sont assez neurotypiques, mais il y a quand même une certaine variabilité. Donc, juste pour dire que ça, c'est en cours. Là, on a terminé, dans le fond, le T1 de tout le monde. Donc là, on espère continuer. Donc voilà. Donc ça, c'est une plateforme qui est vraiment plus de la neuroimagerie. Bien sûr, moi, à mon site, j'inclus le G parce que je suis une fan finie de le G. Donc voilà. Puis les autres cohortes sont soit comportementales, soit comportement et G. On n'a pas toujours le luxe de faire des études longitudinales. Donc, il y a aussi beaucoup d'études dans ce que je vais vous présenter, des études qui sont cross-sectional. Et donc, là-dedans, il y a des études qui vont regarder, par exemple, l'histoire naturelle de mutations rares ou de facteurs de risque génétique bien précis. Il va y avoir aussi l'étude qui s'appelle Québec 1000 familles, qui est une étude qui inclut des enfants qui ont un diagnostic de troubles neurodéveloppementaux, surtout autisme, mais pas seulement. Et puis, on a aussi inclus la fratrie et les parents dans cette étude. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et l'étude de Montréal Families Genetic Cohort. Euh, donc, ça, c'est une étude qui est partie dans le labo, puis dans le labo de Sébastien Jarmon, qui n'avait pas vraiment de nom au début. On lui a donné un nom maintenant, il s'appelle comme ça. Et puis, donc, même chose, c'est oui, oui, venez. C'est un peu le même principe. C'est une étude qui a été faite en 2014 et 2018. Puis, c'est des enfants qui ont un diagnostic génétique. Et puis, on a inclus toute la famille. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, je m'intéresse à des mutations rares.
Et puis, dans le contexte que possiblement que ces enfants-là seront éligibles à des essais cliniques avec les nouvelles découvertes qu'on fait sur les mécanismes qui sont, les gènes sont impliqués dans certains mécanismes, puis on pense pouvoir corriger le tir. Donc c'est ça, il y a cet élément-là d'essai clinique. Puis je vais donc vous donner un exemple d'un essai clinique qu'on a fait. Donc, à travers tout ça, pour regarder comment ces facteurs de risque-là ont un impact sur le développement cérébral, j'utilise surtout l'électroencéphalographie. Puis c'est vraiment parce que j'ai commencé à faire de l'EG quand j'étais au doctorat, puis j'ai presque jamais arrêté. C'est pas vrai, j'ai arrêté pendant que je croisais Isabelle dans RERB à Paris, mais autrement, j'ai pas vraiment arrêté. Puis la raison pour laquelle j'ai pas arrêté, c'est que ça s'est avéré être un outil extrêmement sensible au neurodéveloppement. Puis comme c'est ce que j'étudie, le neurodéveloppement, ben, c'est complètement pertinent. Et aussi, c'est un outil qui est pas très invasif, qui est facile à utiliser, qui est pas très cher non plus. Donc, il peut être mis à l'échelle à travers les différents centres, en régions éloignées, dans des pays moins développés, etc. Donc, juste pour vous donner quelques repères sur les mesures de l'EEG. Donc, la puissance de l'EEG, c'est aussi qu'on peut extraire énormément d'informations, puis plus les mathématiciens sont créatifs, plus on peut tirer de l'information. Donc, c'est sans fin, finalement. Mais en gros, les principales mesures, c'est que le signal cérébral, on le décompose par une décomposition face Fourier. On peut extraire la densité des différentes bandes de fréquences. Puis vous le savez sûrement, mais en psychologie cognitive, là, on étudie ces différentes bandes de fréquences-là, puis on les a parfois associées à certains processus cognitifs. Maintenant, on utilise aussi beaucoup une autre façon d'extraire le signal, c'est-à-dire que on fait ce ratio 1 sur F quand même, mais on enlève ce qu'on appelle la partie apériodique. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, mais peut-être que je peux juste prendre ma souris comme ça. Ouais, ça va aller mieux. Donc, on enlève la partie qu'on appelle apériodique ici, qui est du signal qui est pas organisé, et puis, mais qui est quand même intéressant au plan neurodéveloppemental, je vous en reparlerai. Et puis, on extrait les différents pics qu'il y a le long de la ligne de fréquence avec le pic alpha, le pic bêta. Puis, on regarde ces métriques-là. En particulier, on appelle ça le signal périodique. On extrait aussi des corrélations entre les différentes bandes de fréquences. Quand une stimulation survient, on peut voir l'expression des différentes bandes de fréquences et puis ces fréquences-là sont particulièrement corrélées, comme le gamma et le θ, par exemple. Puis là, ici, on a comme un exemple du même stimulus qui est répété plusieurs fois. Donc, on voit la première stimulation où il y a une belle réponse, puis la deuxième stimulation du même stimulus où il y a une diminution de cette réponse-là. On appelle ça l'habituation. On peut en extraire les ERP, ça je pense que je n'expliquerai pas, je suis sûre que tout le monde connaît les ERP. Et puis, il y a des mesures aussi non linéaires. Donc, ça, c'est des mesures qui vont mesurer la variabilité du signal ou l'aspect un peu chaotique du signal. Donc, ici, c'est des mesures d'entropie multi-échelle où on va regarder la variation du signal basée sur l'amplitude. Il y a d'autres sortes de mesures non linéaires où on va regarder plus le signal de manière presque géographique selon la forme des ondes, etc. Donc, ces marqueurs-là, depuis le début de ma thèse, ça remonte comme vraiment à loin, là, quand je partageais le bureau avec Dave, là. On faisait des potentiels évoqués visuels, puis on voyait là, qu'il y a vraiment des différences au niveau des latences et des amplitudes. Au niveau de la densité spectrale aussi, il y a vraiment des variations développementales avec la diminution des basses fréquences, l'augmentation des hautes fréquences. Puis au niveau de l'entropie du signal aussi, la complexité du signal, bien, plus on augmente en âge, plus le signal est complexe. Donc, on a plus un répertoire plus grand vieillissant avec une intégrité du fonctionnement cérébral plus grand, puis il y a plus de complexité possible dans le signal cérébral. Donc, tout ça,
Ça fait vraiment des beaux papiers pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, je me dis, OK, est-ce qu'on peut vraiment vérifier c'est quoi ce facteur-là, âge maturationnel, dans le signal comparé à toutes les autres variables qui nous intéressent vraiment beaucoup aussi, comme par exemple avoir une mutation génétique. Dans ce cas-ci, c'est avoir une variation de copie, avoir un QI plus élevé, plus bas, être un garçon, une fille. Donc, en fait, en regardant ici particulièrement un marqueur G, mais ça aurait pu être un autre, puis ça, c'était la corrélation entre le θ et le gamma, on se rend compte que les covariables qui font changer le plus cette corrélation-là, θ, gamma, ben, c'est beaucoup l'âge, mais beaucoup comme juste vraiment beaucoup l'âge. OK? C'est comme énorme. Comparé même à avoir une mutation, comparé même à avoir un QI plus bas, etc. OK. Donc, ça, cet impact-là de l'âge, si on veut, ça, c'est évidemment plus significatif jusqu'à 20 ans, puis on voit que c'est extrêmement significatif là, de 0 à 10 ans à peu près. Après ça, c'est un peu plus mollo jusqu'à à peu près 35 ans, où là, avec le vieillissement, le signal recommence à être très sensible à cette variable A. Donc, on s'est dit, on va prendre avantage de ça. On va prendre avantage de cette sensibilité à l'âge et on a décidé de construire un modèle, un Brain Age Model, comme ça s'est fait beaucoup dans les études d'imagerie en vieillissement, où ils prennent différents facteurs là, de l'IRM, la matière grise, matière blanche, tout ça, mettre ça ensemble, prendre ça un peu, mettre ça dans un modèle, et puis donc créer un modèle de l'âge. Donc, on a fait la même chose, mais avec les métriques G. Puis là, ben, on ne s'est pas gêné. On a tout mis. Donc, les métriques d'amplitude, les métriques de fréquence, les métriques de signal non linéaire. Donc, ça a fait vraiment énormément de métriques. Puis là, je ne l'ai pas écrit sur ma diapo, malheureusement, combien. Je pense que c'est à peu près 300 métriques avec les différentes régions d'intérêt. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de métriques. Et puis là, Saïdé, mon étudiante Saïdé a construit un modèle donc, voici ce que ça fait. C'est donc qu'on a la corrélation entre l'âge biologique et l'âge chronologique. Donc, l'âge chronologique, c'est vraiment l'âge qu'on a sur notre bout de papier. Quel âge as-tu? Tu as tel âge. Et puis, l'âge biologique, c'est l'âge de l'EG. En fait, c'est l'âge qui est prédit par les variables EG. Donc, le modèle fonctionne très bien. Ça, c'est des enfants qui ont entre 4 mois et 14 mois précisément, donc vraiment des bébés. Et puis, l'erreur moyenne de prédiction, c'est 1 mois. Donc, pour moi, c'est vraiment très précis. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si performant que ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a aidé à faire un modèle qui utilise du machine learning, puis un autre qui est plus black box, là, avec un deep learning. Le deep learning, il est encore meilleur que le machine learning avec 1 mois, alors que le machine learning est à 1,43 mois. Puis là, moi, je trouve ça un peu insultant parce qu'on lui a donné quand même à peu près 300 métriques. Et puis, en fait, si on regarde juste le signal brut, puis on met ça on remet ça entre les mains du deep learning, il est meilleur que si on se force puis on lui donne 300 métriques. Donc, bref, je trouve ça quand même très intéressant. En fait, ce que ça veut dire, c'est que même en sortant toutes les métriques qu'on peut imaginer, dans le signal brut, il y a quand même encore plus d'informations que ce qu'on est capable d'extraire. Donc, bref, on n'a même pas fini de tout faire l'information. Donc, si on veut quand même savoir quelles sont les métriques qui sont les plus pertinentes, s'il y en a qui s'intéressent à ça en particulier, on retombe quand même sur des visages connus, si on veut, avec les métriques de complexité puis de puissance qui sont particulièrement pertinentes pour la prédiction. Donc, en regardant vraiment là, les métriques qui sont qui contribuent le plus à la prédiction du modèle, ce sont celles-là. Au niveau du scalp, ça, c'est pas des analyses de source, mais juste pour dire quels sont les électrodes sur la tête qui contribuaient aussi le plus. Donc là, on se dit, OK, c'est joli, mais est-ce que ça prédit quelque chose, ce fameux indice-là?
Est-ce que c'est pertinent ou c'est juste comme pour s'amuser à faire des mathématiques? Donc, on avait dans cette cohorte-là d'enfants qu'on a suivis jusqu'à 4 ans, on avait des enfants dont la croissance cérébrale était anormale. Donc, il y avait une macrocéphalie. Et puis donc, on a voulu savoir si dans le groupe de macrocéphales, on arrivait à créer le modèle. Oui, on y arrivait. Les données étaient sur la diapo précédente. Et puis, est-ce que le gap d'âge, donc le brain age gap, est-ce que ce gap-là, entre l'âge chronologique puis l'âge prédit par le l'EEG, peut nous informer, dans le fond, sur la condition clinique? Et oui, en fait, les enfants qui ont une macrocéphalie, ils avaient un brain age gap, qui est un gap plus grand, dans le fond, donc qui semblait être problématique. Donc, ça, c'est intéressant. Puis là, vous dites, ouais, sauf qu'on est en âgé de scalp. C'est peut-être juste parce que le crâne grandit, sauf que le cerveau, lui, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il grandit ou pas. Puis là, ben, avec la distance entre le cerveau puis le scalp, tu sais, c'est peut-être là où on va trouver quelque chose d'anormal. Mais en fait, dans cette étude-là, c'était pas prévu. Tu sais, ici, on s'est juste dit, ah, une chance qu'on a fait ça. Mais donc, on s'intéressait quand même aux structures cérébrales. Donc, on avait fait une échographie 3D transfontanelle chez les bébés jusqu'à 14 mois. Donc, on avait, dans le fond, une image 3D du cerveau. Puis, on a modélisé cette image-là 3D. Puis, on a donc une mesure de taille cérébrale du cerveau. Puis, donc, ça c'est ma fille qui m'appelle. J'aurais dû dire que je n'étais pas disponible. J'entends le téléphone. Donc, effectivement, donc, les valeurs du Brain Age Gap, elles sont corrélées aussi au volume cérébral, donc pas seulement la circonférence de la tête, mais aussi au volume cérébral. Donc, ces enfants-là qui ont une macrocéphalie, ils n'ont pas des diagnostics cliniques comme tels à 4 ans, mais ils ont quand même un petit peu plus de difficultés au niveau du comportement adaptatif, des relations sociales, puis de leur WIPSI. Mais c'est pas, on ne parle pas de diagnostic franc. Non, il n'y avait pas d'hydrocéphalie, excellente question. Donc, en fait, ils allaient voir le radiologue pour ça, pour savoir s'il y avait une hydrocéphalie. Puis on a recruté juste ceux qui n'en avaient pas. Donc, en fait, le Brain Age Gap est corrélé. Donc, le Brain Age Gap qui est pris là, quand ils sont petits entre 4 et 14 mois, corrèle avec la basse à 18 mois, donc le comportement adaptatif à 18 mois, puis avec certaines échelles du WIPSI à 4 ans. Donc, c'est quand même potentiellement quelque chose qui est prédictif, donc ça devient intéressant. Puis là, évidemment, ben, je suis dans le processus là, de regarder d'autres cohortes d'enfants, là, notamment des enfants prématurés potentiellement, pour voir à quel point ces mesures-là sont sensibles parce qu'on peut les prendre très, très tôt. C'est ça l'avantage aussi. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu du risque génétique en particulier. Donc, comme on le disait rapidement tout à l'heure, on a plusieurs intérêts pour différentes conditions génétiques. Puis, c'est sans fin finalement, là, ces intérêts-là. Donc, on poursuit. Et puis, je vais vous présenter le syndrome X fragile un petit peu plus aujourd'hui parce qu'on a vraiment fait beaucoup d'études sur le sujet, puis c'est quand même très abouti ce qu'on a fait. Puis, avant de plonger là-dedans, ben, j'aimerais rappeler un peu pourquoi on fait ce type d'études-là. Donc, ça, c'est une correspondance. Je m'implique là, avec l'Association québécoise puis canadienne du X fragile. C'est des parents qui sont vraiment super, là, tu sais, qui sont super présents dans les associations, qui veulent participer à la recherche, à trouver des réponses, essayer d'accélérer la recherche sur les potentiels traitements. Donc, en autisme, souvent on dit, ben, on veut pas nécessairement traiter une condition. Ici, pour la majorité des enfants puis des adultes qui ont X fragile, c'est quand même une condition qui est difficile à vivre. Donc, vivent beaucoup d'irritabilité. Pour la famille, c'est difficile. Ils peuvent aussi être agressifs. Ils vont avoir
ils vont parler avec un vocabulaire souvent inapproprié. En moyenne, ils ont un QI d'à peu près 50, mais c'est quand même tout un spectre aussi, le X-fragile. Donc, quand la mutation elle est complète, là, on est plus dans un QI d'autour de 50, mais ça peut être une mosaïque, donc on peut même avoir un QI normal. Même que dans une étude, je voyais un QI de 120. Là, je vais voir mes étudiants, je pense qu'il y a une erreur. Non, non, c'est vrai. OK, d'accord. Donc, c'est quand même toujours un spectre, toujours beaucoup de variabilité. Mais là, vous me dites, ben oui, mais peut-être que ces familles-là vivent ça, mais peut-être que c'est vrai pour tous les enfants qui ont un QI autour de 50, ou peut-être que c'est vrai pour tous les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Mais quand on compare à d'autres conditions, en fait, le syndrome X-fragile quand même ressort, même si on compare à des conditions analogues. L'autisme, c'est pas une condition analogue ici en termes de QI. Il fonctionne, c'est quand même des personnes autistes qui sont autour d'un QI de 90, 85. Mais pour le CHD3, par contre, oui, c'est des personnes qui étaient plus atteintes. Puis vraiment, les aspects comportementaux des fragiles c'est très significatif. Donc, pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans le sein. Oh non! Ah! Bon, OK. Là, si je clique, ça va comme disparaître. Fait que ça, c'était ça. Bon, ben, c'était. Ah, ben, c'est l'amplitude de l'alpha. OK. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les X fragiles, le G peut être quand même utile parce que c'est à travers ces études-là en EEG qu'on a vraiment mis de l'avant qu'il y avait un peu une instabilité corticale, donc vraiment des réponses très exagérées dans les X fragiles. Puis, on le voit au niveau de l'activité spectrale. Donc, on voit par exemple que l'activité gamma, elle est vraiment supérieure dans X-fragile, mais aussi dans l'ASD comparé au contrôle. On verrait par contre que l'alpha est diminué. Bon, au moins, on le voit sur la topographie ici. L'alpha est diminué. Et puis, le pic alpha, il est immature, il est plus proche de 0, donc autour de 5 Hertz au lieu de 8 à 10 Hertz. Et puis, ils ont moins de complexité du signal aussi. Donc, ça, c'est vraiment des marqueurs qui sont assez robustes, là, même quand on regarde avec d'autres, avec plus de données, etc. On voit vraiment ce patron-là là, de diminution de l'activité alpha, augmentation de l'activité gamma qui est quand même assez robuste. C'est aussi le cas, en fait, de populations qui ont des variations de copies. Donc, sur l'ADN, il y a le fameux alphabet, puis quand il y a des variations de copies de séquences d'ADN sur certains gènes ou avec beaucoup de variations, ben, ça peut créer des dommages au niveau du développement cérébral, fonctionnement cérébral, comportement, puis éventuellement diagnostic. Donc, les variations de copie sont souvent associées, par exemple, à l'autisme, à peu près 30 schizophrénie pour certains variants, comme le 22Q, par exemple, c'est un gros facteur de risque pour la schizophrénie. Donc, c'est vraiment d'avoir une variation de copie comme ça augmente le risque de troubles neurodéveloppementaux. Mais encore une fois, c'est pas absolu. Il y a quand même pas mal de variations ici. Donc, ce qu'on voit au niveau de l'EEG, c'est relativement similaire, en fait. Donc, avec une augmentation, dans le cas d'avoir une duplication, donc trop de copies versus délétion, moins de copies, dans les deux cas, on a une augmentation de l'activité gamma et on a une diminution de l'activité alpha. OK? Donc, on a en fait quelque chose qui est très semblable. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi quand même beaucoup, c'est de voir qu'il y a une certaine aggravation avec l'âge de ces marqueurs-là. En l'occurrence, ici, c'est le marqueur alpha, cette diminution alpha qui s'accentue en fait avec l'âge. Ce que je trouve particulièrement intéressant, puis j'aimerais donc suivre longitudinalement. On revient à nos études longitudinales, la pertinence
pour voir si effectivement on peut prédire quels enfants, par exemple, vont développer une schizophrénie, parce que la schizophrénie, même dans le cas où on a une variation de copie, elle se développe plutôt vers le 16-22 ans. Donc, on pourrait peut-être avoir des marqueurs prédicteurs, donc ça devient vraiment intéressant. On peut aussi évidemment analyser les réponses aux stimulations et puis on reste toujours assez simple dans les protocoles qu'on offre parce qu'il faut que ce soit universel. Il y a beaucoup d'enfants qui sont non-verbaux, qui vont avoir aussi des troubles moteurs, une déficience intellectuelle prononcée, donc on y va simple. Mais la fameuse tâche à balle que tout le monde ici connaît, c'est effectivement, ça se prête très bien. Puis on voit donc même si on répète la stimulation, il y a très, très peu de changements au niveau du potentiel évoqué dans le syndrome multifragile. On voit ici là, que les oranges, que ce soit la première stimulation ou la 2, 3, 4, 5, 6e présentation, on a quand même un signal qui est très similaire. Donc, tout ça, c'est des marqueurs qui sont aussi utiles au niveau de recherche animale. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce qu'on peut, si on espère avoir éventuellement à tester un traitement, ben, on peut avoir un modèle animal, on peut tester ces marqueurs-là, on peut tester le traitement chez l'animal, puis peut-être après ça avoir plus de chances de translation. Mais maintenant, même si on a quand même entre le G chez l'humain et le G chez la souris, avec les protocoles que je vous ai montrés simples, là, tas de repos, tâche de balle, potentiel évoqué, ça se passe très bien. On a fait des études, par exemple, sur le SYNGAP, là, on a quelque chose de très semblable. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement? Est-ce que vraiment le G peut être pertinent pour prédire le comportement et associé au comportement, etc.? Ça, c'est quand même encore ouvert, même si on l'espère beaucoup. Donc, dans le X fragile, on a fait ces études-là de regarder si les différents marqueurs G étaient associés au comportement. Puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup l'effet de 16 dans le X fragile, il est très prononcé, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on aurait les mêmes relations dans une population quasi typique que ce que je vous montre là, parce que c'est quand même, moi, j'étais quand même impressionnée de voir ces données-là. Donc, oui, en fait, quand on regarde la complexité du signal, donc plus la complexité du signal est élevée, plus le QI non-verbal des personnes X fragiles est élevé. Euh, Ici, au niveau de la bande alpha, plus la bande alpha est diminuée, plus il y a du retrait social. Donc, ça, c'est aussi très, très pertinent. Puis là, je pourrais continuer, mais je ne continuerai pas parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vais discuter d'autres choses. Mais donc, il y a effectivement beaucoup de liens, ça reste corrélationnel bien sûr, entre les marqueurs G et les sévérités de comportement au niveau du X fragile. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, quand même encourageant si, après ça, on essaie d'améliorer certains comportements. On peut peut-être avoir des marqueurs initiaux qui pourraient nous dire, OK, si, est-ce que j'ai du jeu avec cette métrique-là? Est-ce que je pourrais arriver à améliorer le phénotype électrophysiologique? Puis donc, est-ce que j'ai des chances d'améliorer le comportement? Donc, vous me trouvez flyé, je le sens, mais vous allez voir. Euh, À l'inverse, donc ici, tout à l'heure, on est parti de l'EG, puis on s'est dit, est-ce qu'on peut corréler au comportement? Ici, en fait, on a fait l'inverse. On a pris la fameuse cohorte Q1K. Donc ici, en fait, il y a à peu près 130 participants Q1K, puis une autre centaine de participants qui viennent de mon labo. Ben, les deux viennent de mon labo, mais je veux dire qui étaient dans d'autres projets. Et puis, on a décidé de regarder à travers les participants, est-ce qu'on peut ressortir des profils comportementaux? Et puis après ça, une fois qu'on aura nos profils comportementaux, est-ce que ces profils-là sont associés à des marqueurs G particuliers?
Donc, en utilisant des réseaux de neurones pour créer des clusters, des regroupements, on est tombé sur ces quatre regroupements-là. Et puis, la première chose qu'on constate vraiment tout de suite, c'est que les regroupements sont agnostiques au diagnostic. Donc, on voit ici que on a dans tous ces trois regroupements-là, on a des personnes qui sont diagnostiquées avec de l'autisme, d'autres avec un TDAH, d'autres avec les deux, d'autres avec d'autres diagnostics qui pouvaient être le trouble développemental de la coordination, le syndrome de la Tourette, etc., ou pas de diagnostic, qui sont en fait des frères et sœurs. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant, je trouve. Puis, on a même ici un cluster où il y a beaucoup de pas de diagnostic. Au niveau comportemental, vous voyez qu'ils sont pile à 50 au niveau du score T des comportements, puis pile à 100 au niveau du, euh, du QI non verbal. Puis là, je suis déconcentrée parce que je pensais avoir changé cette diapo-là parce que j'avais mis les écart-types. Les écart-types ne sont pas là, fait que c'est pas la dernière version de ma présentation. Mais bref, c'est pas grave. Donc, ça pour dire que c'est un peu perturbant parce que ils ont quand même, il y a quand même une proportion de ce regroupement-là qui ont des diagnostics. Euh, Ensuite, on a d'autres clusters qui ont des comportements qui peuvent ressembler un petit peu plus à un ou l'autre des diagnostics TDAH versus ADHD, mais encore une fois, au niveau de ce qui est présent, de ce qui a été diagnostiqué, c'est quand même assez divers. Puis ici, on a notre cluster qui est très divers en termes de diagnostic, encore une fois, puis qui est notre cluster peut-être le plus sévère en termes de comportement. Donc, nos comportements sont élevés, puis notre QI, il est plus faible. Donc, on a comme finalement ici un cluster de sévérité basé sur les comportements. Et c'est ce cluster-là qui est différencié de tous les autres au niveau de l'activité gamma et de quelques mesures non linéaires. Donc, vraiment, ici, on a fait l'inverse. On est parti du comportement, puis on a voulu savoir si on arrivait sur un phénotype électrophysiologique. Et puis, on se rend compte que, en fait, peu importe le diagnostic, on a un niveau de sévérité qui est plus élevé pour ce cluster-là. Puis, on retombe sur une métrique électrophysiologique gamma, qui est un marqueur qu'on est presque tanné de le voir. Il ressort vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est pas publié encore, c'est en préparation, mais je trouvais ça trop chouette de vous le présenter. Puis c'était aussi en même temps pour vous parler un petit peu de la cohorte Q1K c'est une étude qui se termine là au mois de mars au niveau de la collecte de données. Puis c'est une cohorte qui est open source, donc ce sera disponible, j'espère, bientôt. C'est pas moi qui gère cette partie-là. Mais j'espère très bientôt. De toute façon, les données sont là. Fait que si les gens sont intéressés, c'est là. Euh, donc, comme je disais, tout ça, en fait, on le fait pour comprendre davantage, mais on le fait aussi pour voir si ces marqueurs-là pourraient aider dans notre recherche d'amélioration de qualité de vie des gens. Donc, dans des essais cliniques randomisés. Donc, il faut savoir que dans les troubles neurodéveloppementaux, les essais cliniques qui ont été faits dans les 15 dernières années, là, sont presque à 100% tous négatifs. C'est-à-dire que les gens vont sélectionner une mesure d'outcome principale primaire. Et puis, de tout leur bon vouloir, là, ils vont se dire, OK, non, c'est ça que c'est supposé changer. Ils vont faire toute une étude, qui coûte très cher. Puis, finalement, la fameuse outcome measure n'aura pas changé. Et donc, l'essai clinique va être jugé négatif. Puis, donc, ça ira pas plus loin que ça, finalement. Donc, l'idée d'incorporer le G dans les essais cliniques, c'est que on a quand même une mesure qui est plus objective que des questionnaires remplis par les parents. Puis peut-être qu'elle peut nous informer sur, par exemple, la sévérité initiale, sur des aspects comme
les mécanismes cérébraux qui sont en jeu. Euh, et donc, ça peut être une façon de voir si le traitement arrive bien au cerveau, agit sur le cerveau, puis si ces variations-là sur le G sont aussi dans le groupe où il y a eu le traitement, puis associées à une amélioration. Donc, moi, en 2012, là, je me suis mise sur le téléphone, puis j'ai appelé plusieurs personnes pour leur dire, là, il faudrait vraiment mettre de l'EEG dans votre essai clinique. Puis là, bien évidemment, personne n'écoutait, là. Puis pour la première fois en 2017, j'ai réussi à convaincre quelqu'un. Fait qu'on a, puis après ça, pas longtemps après, j'ai réussi à convaincre une deuxième personne. Puis là, ça va bien. Là, maintenant, le G est dans la plupart, en fait, des essais cliniques qui se mettent en place. Je ne dis pas que c'est juste à cause de moi, mais j'ai participé quand même. Fait que le premier essai clinique, c'était le GABA-B. C'est un agoniste du GABA-B qui s'appelle l'arbaclophène dans l'autisme. Et l'autre, c'était la metformine chez le X-Fragile. Donc là, la metformine, c'est un médicament qui est donné aux personnes diabétiques. Donc, vous dites, c'est quoi le rapport? Vous avez un peu raison. Mais c'est qu'il y a eu des études animales qui montraient que quand on donnait de la metformine, il y avait moins d'expression des protéines, qui est le résultat de l'absence du gène FMR1. C'est que la protéine FMRP n'est pas sécrétée, exprimée. Puis elle régule toutes les autres protéines. Donc, toutes les autres protéines sont très élevées dans l'ex-fragile. C'est un peu ce qui explique aussi notre phénotype électrophysiologique d'hyperexcitabilité. Donc, cette étude-là, qui a été faite par Ilse Gantois McGill, elle a fait vraiment sensation. Fait que peu de temps après, là, il y a des gens qui se sont trouvés vraiment intéressés à tester ce médicament-là pour vrai, parce qu'il est déjà prescrit chez les personnes diabétiques, y compris les enfants diabétiques, puis c'est safe. Donc, on a fait cet essai clinique-là, qui a pris plus de temps, évidemment, à cause de la pandémie, mais donc qui est terminé maintenant. Puis je vais vous donner les résultats. Sinon, il y a d'autres essais cliniques aussi. Donc maintenant, il y a des thérapies génétiques qui prennent de plus en plus d'ampleur. On fait une étude clinique aussi sur le pot à pot chez les enfants prématurés pour voir si ça aide. On fait une étude clinique aussi sur le microbiote avec Bioca. Donc, c'est vraiment quelque chose qui finalement les gens sont convaincus que ça vaut la peine de regarder. Encore aussi parce que c'est pas compliqué puis ça coûte pas cher, en fait, de faire de l'EG. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir avec l'EG dans un essai clinique? Bien, on veut savoir si l'EG de base va être modifié par le traitement en post-traitement. Et puis, si le G de base, il peut aider à prédire qui va s'améliorer particulièrement grâce au traitement. Donc, je vais vous parler de cet essai metformine qui est terminé. Le papier vraiment clinique qui donne les résultats est soumis déjà depuis un petit bout de temps. Et puis, malheureusement, la Primary Outcome Measure, elle n'est pas significative. Donc, l'essai clinique est jugé négatif, mais il y a plusieurs autres mesures qui ont montré des améliorations significatives chez les participants de l'essai clinique. Donc, on avait 120 participants ici dans l'essai clinique total. Pour le G, moi, j'en avais 80. Ce qu'on a vu, c'est que les participants qui ont pris la metformine ont une diminution du gamma périodique à la suite du traitement. Donc, vous vous rappelez que le gamma était élevé de manière générale dans l'X-Fragile. Puis, on a vu qu'il y avait une diminution à la suite du traitement. Mais ce qui est plus intéressant encore, je trouve, c'est que cette variation-là sur le gamma, elle est associée aux améliorations comportementales qui ont été mesurées. Dans ce cas-ci, je vous montre la Vineland qui est ici, puis le social avoidance qui était mesuré par l'ABC.
Donc, c'est des améliorations qui sont assez globales, dans le sens que c'est le temps est mis à faire des loisirs, à s'investir dans la communauté, donc le comportement adaptatif, en fait, en général, parce qu'il y avait aussi domestique, etc., les autres échelles du Vineland. Puis, plusieurs échelles de l'ABC aussi. L'ABC, c'est vraiment des mesures de comportement problématique, si on veut, ou challengeant un peu. Et puis là, ici, par contre, c'est vraiment le social avoidance qui était corrélé avec notre variation au niveau du gamma. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Ce qu'il faut savoir aussi que j'ai pas mis sur la diapo, c'est que c'est les enfants qui étaient plus sévèrement atteints à la base qui tendaient à s'améliorer plus. Puis c'était aussi ceux qui avaient une mutation complète qui tendaient à s'améliorer plus. Donc ça, c'est encourageant là, pour les familles dont l'enfant est très atteint. OK, je vais aller super vite avec ça. Donc, juste un petit mot pour rappeler qu'il y a d'autres choses que la génétique. Il y a plein d'autres facteurs de risque, y compris le stress, dépression, anxiété, en maternelle notamment. Et puis, donc, le G peut être sensible aux variations de dépression prénatale chez donc des bébés qui ont entre 24 et 36 mois. On voyait chez les garçons des anomalies, dans le fond, sur l'expression de bandes de fréquences plus élevées, des mères qui ont été davantage déprimées ou stressées. La grossesse. Hein? Pendant la grossesse. Euh, non traitées. Merci de le demander. Ça m'a pris une seconde. C'est une bonne question. Et puis, ici, oui, ici, on a donc, là, vous pouvez vous dire, oui, mais peut-être que les garçons étaient juste plus stressés au moment de venir au labo, puis, tu sais, ça les a déstabilisés, puis donc leurs rythmes sont anormaux. Donc, vraiment pas bête. Effectivement, les garçons exprimaient plus de cortisol au moment où on mettait le filet d'électrode sur la tête, mais c'était pas corrélé aux valeurs G par contre. Donc, est-ce que c'est deux phénomènes en parallèle qui se produisent en lien avec la dépression maternelle ou est-ce qu'il y a un lien? C'est encore la question, elle est encore ouverte. Donc, je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps. Donc, ça, c'est juste pour dire que je ne suis pas toute seule à penser qu'il y a beaucoup de potentiel dans tout ça. Puis, ça, c'est mes étudiantes qui ont particulièrement participé aux études que je vous ai montrées. Ça, c'est Valérie Côté, Isabelle d'ailleurs, là, qui est en Gaspésie comme neuroscientifique, intéressée à vos projets, je suis sûre. Puis, tout le monde qui ont participé à ces travaux-là.